Bon alors aujourd'hui on va parler de Flight Simulator 2024, la simulation d'avion qui était très attendue des amateurs du genre, et on va aller voir ce que ça donne point de vue performance sur PC comme d'habitude avec une vingtaine de cartes graphiques et une dizaine de processeurs, ainsi qu'un petit tour du côté de la RAM, tout ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne, vous connaissez sûrement GoDeal24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans, eh bien on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions, avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€, et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal, et au moment de recevoir les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Bon alors on va poursuivre la tendance des jeux de 2024, la sortie de ce nouveau Flight Simulator a quand même été assez catastrophique, puisque avec cette nouvelle version, Asobo a fait le choix je dirais de miser énormément sur le cloud et le streaming d'assets par internet, qui permet par exemple au jeu de prendre moins de place sur le disque que la version 2020, mais il faut aussi malgré tout avoir un petit peu de place pour stocker de manière temporaire les données téléchargées par le cloud, ce qui crée pas mal d'écriture effacement de données sur votre SSD aussi. Pas certain que pour la durée de vie de celui-ci ce soit une très bonne chose, et même si j'ai pas fait de test allant dans ce sens-là, un SSD assez rapide pour le cache temporaire, c'est probablement pas une mauvaise chose. Donc par rapport à Flight Sim 2020, alors effectivement, passer par le cloud, ça évite d'avoir un jeu qui prend énormément de place sur votre disque, et d'avoir à télécharger un gros fichier à l'installation, et oui, c'est pratique de ce point de vue-là, surtout qu'on imagine aisément que le titre serait vraiment massif si on devait télécharger tout d'un seul bloc. Par contre, les grandes faiblesses de l'approche, évidemment, c'est qu'il faut être en ligne tout le temps, et aussi avoir une très bonne connexion internet. Et même avec la fibre, il arrivera assez régulièrement que des textures n'apparaissent pas une fois en jeu, du moins c'est le cas à l'heure actuelle, donc j'ose même pas imaginer ce que ça donnerait avec la DSL. Et l'autre, je dirais, gros souci, comme l'a montré la sortie du titre, c'est que si les serveurs du côté de chez Microsoft sont encombrés, ça fonctionne pas très bien du coup. Et le jour de la sortie, le titre était totalement injouable, avec une fuite d'attente qui n'en finissait pas. Il a fallu au moins une journée, je dirais, pour que la situation s'améliore. Mais bon, dès le lendemain, c'était déjà beaucoup mieux, ce qui m'a permis du coup de faire mes tests. Et au niveau des premières observations, alors pas mal de petits bugs, surtout sur ce qui se passe au sol. Des avions qui font la toupie à l'aéroport, des routes qui se déforment avec des trous, des bagnoles qui disparaissent, sans oublier que niveau performance, dans les centres-villes, si on vole assez proche du sol, les performances ont tendance à s'effondrer. Le jeu est également assez gourmand point de vue VRAM, et ça peut déborder assez rapidement. Enfin, si vous êtes en manque de VRAM, je sais pas s'il y a des fuites de mémoire non plus. Les cartes avec moins de 16 Go de VRAM, je dirais que le 4K ultra natif, ce sera compliqué. Les 12 Go au-dessus du 1440p natif, je suis pas certain que ça tienne tout le temps non plus. Et les 8 Go de VRAM au-dessus du 1080p natif, c'est probablement pas incroyable non plus, sur des longues sessions de jeu. Du moins en réglage ultra, puisque si vous baissez les détails, ça doit passer quand même un petit peu mieux. Puisque même si au niveau des benchmarks, comme on le verra ici, ça peut sembler passer, ce sera pas forcément le cas, puisqu'ici on est sur une séquence de 30 secondes au-dessus de Londres, ce qui est quand même déjà assez gourmand, mais pas toujours suffisant pour saturer la VRAM directement, puisqu'il y a des cartes qui seront un petit peu borderline, où ça passe pendant le bench, mais probablement pas sur une session plus longue, donc c'est à garder à l'esprit aussi. Pareil, je dirais en volant assez proche du sol, sur de longues distances, ça a tendance à faire stutter énormément le jeu, et ça devient de pire en pire, je dirais. Et ça disparaît quand on reprend un petit peu d'altitude. Donc, est-ce que c'est un gros manque d'opti, de la fuite mémoire, les serveurs ou autre chose? J'en sais rien, mais clairement, il reste quand même du boulot à faire pour les développeurs. Sinon, pour la version PC, alors au niveau des menus, c'est dommage qu'on voit pas directement l'impact des modifications dans le titre, puisque modifier les réglages à l'aveugle, c'est pas toujours très parlant, et surtout qu'il y a quand même pas mal d'options ici. Le jeu supporte tout type d'écran et de résolution, ça c'est un bon point, 21/9 et plus, les triple screens, la VR. Bon, il y a à peu près tout ce que vous pouvez avoir envie d'utiliser. Par contre, au niveau des upscalers, c'est quand même assez basique. On retrouve le DLSS et le FSR, pas de XeSS ici, c'est quand même dommage. Et pour le Frame Generation, uniquement le DLSS Frame Generation, ce qui est là aussi plutôt dommage, même si apparemment les modes habituels pour hacker le FSR Frame Gen pour remplacer le DLSS FrameGen fonctionne déjà pour ceux qui ont des Radeon ou des RTX 3000. Au niveau de la qualité d'image, alors la version du DLSS utilisée est vraiment hyper vieille, c'est la 2.4.12, alors que le DLSS Upscale 3.8 est sorti il n'y a pas très longtemps. Je sais pas pourquoi ils ont utilisé une version aussi
ancienne, ça n'a absolument aucun sens. Ce qui veut dire aussi que de base, le DLSS sur le jeu a un ghosting quand même assez prononcé. Alors on peut probablement corriger le truc en modifiant le DLL du DLSS dans les fichiers du jeu. Je dirais que de base, pour moi j'ai pas trop compris pourquoi ce choix ici. Mais bon, en dehors du ghosting, comme toujours, le DLSS reste malgré tout plus stable que le FSR2 ici, au niveau des arbres à distance par exemple, comme on le voit là, le FSR produit du sizzling, ça tremblote un petit peu, là où le DLSS se maintient quand même beaucoup mieux. Mais bon, je dirais que les deux implémentations de base des upscalers et le manque du FSR FrameGen, c'est quand même plutôt décevant et gênant, vu la lourdeur du titre, et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas le FSR 3.1. Pour les tests du jour, alors j'ai pas eu le temps d'enregistrer les séquences de gameplay comme je le fais dernièrement, vu que j'ai testé Flight Sim en parallèle de Stalker 2, vu que les deux jeux sont devenus jouables plus ou moins en même temps, donc j'ai fait au mieux pour aller au plus vite, et du coup j'ai zappé les enregistrements de séquences comme je le fais ces derniers temps. La scène de bench, comme je l'ai dit juste avant, c'est 30 secondes au-dessus de Londres, c'est la même scène pour les tests GPU et processeur, et les tests sont aujourd'hui faits en ultra. Au niveau des drivers, alors Nvidia et Intel ont sorti un driver pour le titre, par contre AMD au moment des tests, rien. Du coup, j'ai utilisé les derniers drivers bêta en date qui malgré tout semblent fonctionner plutôt correctement. Donc bref, allons-y. Alors en 1080p, comme vous pouvez déjà le voir, c'est hyper gourmand. Après, c'est une scène quand même assez intensive. Dans les capitales, c'est toujours beaucoup plus compliqué et plus lourd que dans un désert. Mais clairement, la 4090 met déjà tout le monde à l'amende ici, puisqu'elle est quand même assez loin devant la 4080 Super ou la 7900 XTX. On note aussi que dans l'ensemble, les RTX sont un framerate plus stable que les Radeon au niveau des 1%, qui sont plus élevés dans l'ensemble, sur quasiment toute la gamme. Mais rien de dramatique non plus pour les cartes d'AMD, c'est quand même plutôt rare que les 1% soient aussi proches de la moyenne, pour les GeForce je dirais, et ça empêchera pas le jeu de stutter de toute manière, même avec les GeForce selon les situations. Mais bon, dans l'ensemble, je dirais que c'est un classement plutôt classique. Entre les GeForce et les Radeon, on note malgré tout que les RTX 3000 sont un petit peu moins stables sur les 1% elles aussi, comparé aux 4000, mais rien de dramatique là non plus. La 4060 Ti 16Go est déjà un petit peu plus stable que la 8Go, même en 1080p, et on note aussi des performances plutôt sympathiques pour la 770 d'Intel, et un gros écart avec la 750 d'ailleurs. Est-ce que les drivers manquent d'opti pour la 750? C'est pas impossible non plus, puisque d'habitude les deux cartes sont quand même plus proches que ça. Là il y a quand même un gap, je dirais, anormal. Mais bon, la 770 tient quand même tête à la 6700 XT et à la 3060 Ti, donc c'est quand même assez rare dernièrement, donc c'est plutôt cool pour la carte d'Intel ici. D'ailleurs, en dessous de la 3060 Ti, on passe sous les 30 FPS de moyenne, pour les 7600 et 4060 aussi. La 1080 Ti a beaucoup de mal ici avec 21 FPS de moyenne, tout comme la RX 6600, les 2060 et 1060, elles manquent de VRAM ici. 6 Go, c'est pas suffisant pour le mode ultra. D'ailleurs, j'ai fait quelques tests en détail médium avec upscaling pour quelques-unes des cartes les moins performantes, et on voit que du coup que la 1080 Ti arrive quasiment aux 60 FPS, la 2060 à 55, la 6600 a toujours un petit peu de mal sur la stabilité de ses performances, et la GTX 1060 arrive presque à 30 FPS de moyenne. Vu la lenteur du titre, on peut s'en sortir avec 30 FPS, donc c'est jouable, mais pas idéal bien évidemment. Pour le 1440p, c'est plus ou moins le même scénario qu'en 1080p, la 4090 met toujours une tatane assez violente à toutes les autres cartes, et les 4080 Super et 7900 XTX sont les dernières à arriver aux 60 FPS de moyenne. Ouais, ça pique quand même beaucoup. Sinon, c'est un classement plutôt normal dans l'ensemble. On note que la 4060 Ti 8Go reste moins stable que la 16Go, et en dessous, on est sous les 30 FPS. Bon, faudra baisser les détails ou faire appel à l'upscaling, voire les deux selon les situations ici. On voit aussi que la 7600 et la 6600 s'écroulent totalement ici, un comportement similaire pour Navi 23 et 33. Bon, c'est pas la première fois que ça se produit. Et on voit que la 4060 se maintient ici quand même mieux. Alors, est-ce que c'est une histoire de gestion de la VRAM un petit peu meilleure pour les GeForce? C'est pas impossible, puisque de manière générale, les GeForce consomment un petit peu moins de VRAM que les Radeon à scène identique. Bon, malgré tout, 23 FPS pour la 4060, c'est quand même loin d'être des performances suffisantes, et on saturera sûrement la VRAM sur des sessions plus longues que la séquence de benchmark ici. En 3440 par 1440, alors la 4090 c'est la seule carte à maintenir les 60 FPS de moyenne, les 30 FPS, ça se termine avec la 3080. Bon, clairement, il vaudra mieux ajuster les détails, voire rajouter le DLSS pour avoir de meilleures performances ici. Pour la 4060 Ti 8Go, on voit que sur la séquence de test, elle s'effondre pas encore totalement direct, mais clairement, elle est pas à l'aise ici. Et de toute manière, on est sous les 30 FPS pour le modèle 8 ou 16Go. C'est franchement pas agréable en l'état. Et en 4K, la 4090 maintient presque les 60 FPS de moyenne, mais on n'y est pas totalement. Alors un petit coup de DLSS en mode quality, ça devrait suffire. Pour les autres cartes, on chute sous les 50 pour les 4080 Super et 7900 XTX, et la dernière carte à se maintenir au-dessus des 30 FPS de moyenne, c'est la 7900 GRE. Pour la RTX 3080, alors ici clairement je dirais qu'il faut pas compter dessus avec ces 10 Go de VRAM, ça suffira pas sur de plus longues séquences, et c'est pas certain que les cartes avec 12 soient ok sur les longs vols non plus.
Et on voit que la 4060 Ti 8Go se mange le mur de sa VRAM direct ici, là où le modèle 16Go n'est pas non plus à l'aise, mais c'est plus par manque de puissance graphique qu'à cause de sa VRAM. Le triple screen 1440p, donc du 7680 par 1440, alors ouais, là ça pique, c'est encore beaucoup plus lourd que la 4K ici. La 4090 arrive à 42 fps de moyenne, et les 4080 Super et 7900 XTX sont les seules autres cartes à maintenir les 30 de moyenne au minimum. Et en dessous de ça, c'est pas exploitable en natif, sans grande surprise. Et on voit que la 3080 ici décroche direct au niveau de sa VRAM. Les cartes avec 12, je suis pas certain que ce soit ok très longtemps non plus. Donc ouais, le triple screen 1440p, ça se fera pas sans concession graphique, même sur les machines actuelles les plus performantes. Du coup, au niveau des presets graphiques, on peut voir qu'entre les détails ultra élevés, on gagne plus de 30% de performance, 36 entre les détails élevés et médium, et 38 entre le médium et les détails bas. Il y a quand même 150% entre les détails ultra et les détails bas, ça fait quand même un sacré delta, donc comme souvent, les détails élevés sont probablement un bon sweet spot, mais on perd surtout au niveau de la distance d'affichage, le LOD est divisé par 2 par rapport au mode ultra. Mais clairement, il y aura moyen de faire des presets optimisés pour le jeu, pour gratter au niveau des performances sans trop dégrader l'aspect visuel. Au niveau de l'upscaling, par contre, 26% de gain uniquement entre le natif et le DLSS Quality. Il y a des jeux qui scalent beaucoup plus que ça, comme par exemple les titres sous Unreal Engine 5, qui généralement gagnent pas loin de 40% quand on passe en DLSS Quality par exemple. Et on voit qu'ensuite, on gagne qu'environ 5% de plus en passant sur le mode équilibré, et encore 5 de plus pour le mode performance. Donc l'upscaling, c'est à voir selon les situations, mais un mix avec des réglages optimisés, ça peut toujours être un compromis intéressant, du moins en remplaçant les DLL du DLSS par exemple. Alors au niveau de la RAM système, j'ai pas de kit de 64Go pour le moment, donc j'ai fait avec les moyens du bord, avec 4 barrettes de 16, et du coup on n'a pas beaucoup de marge au niveau du taux de méga transfert, vu qu'en plus de ça ce sont des kits différents, donc j'ai laissé en spec 4800 GDEC. Ça permet malgré tout de voir l'impact de la RAM système, et on voit que c'est surtout un gain de stabilité, puisqu'on voit que 16Go de RAM, c'est à la fois moins performant et moins stable sur les 1%. Alors après, on n'oublie pas non plus qu'ici c'est avec une seule barrette, donc on perd le dual channel, ce qui impacte aussi les performances. Mais bon, j'ai pas non plus de kit de 16Go de DDR5 qui sont de toute manière rarement intéressants au niveau du tarif. 32Go par contre, c'est ok dans l'ensemble, c'est un petit peu moins stable et performant qu'avec 64Go. Par contre, on voit aussi que niveau performance, les 64Go arrivent grosso modo au niveau de performance de mon kit de 32Go avec le XMP à 6000 mégatransfert CAS30. Si vous retournez voir les chiffres en 1080p. Donc pour le RAM système, 32Go, je pense que ce sera souvent suffisant. Par contre, 64Go, ça semble apporter un gain au niveau de la stabilité. Donc pour les gros joueurs de Flat Sim, c'est pas forcément une mauvaise idée si ça rentre dans votre budget. C'est pas indispensable, mais ça peut être un petit plus. Souvenez-vous par contre que 4 barrettes de DDR5 c'est compliqué à stabiliser, même à des taux de transfert assez bas. Vaut mieux revendre, je dirais 2 barrettes de 16 et vous diriger vers 2 barrettes de 24 ou 32Go avec des taux de transfert adaptés à votre plateforme, que d'essayer de faire tenir 4 barrettes à la fois en DDR5 qui sont souvent très instables si on vise les 6000 mégatransferts minimum. Et enfin pour les processeurs, on voit qu'en 1080p Ultra on tape la limite GPU au niveau des perfs moyennes pour le haut du tableau. Dans l'ensemble, le 9800 X3D était le plus stable sur la scène de test, mais les processeurs Intel étaient aussi très bons. Le 265K s'en sortait plutôt bien ici, tout comme le 14700K et le 13600K qui tenaient tête au 7800 X3D ici. Le 9600X est un petit cran en dessous avec le 7600 quasiment au même niveau de performance, ainsi que le 5800 X3D qui est ok sur la moyenne, mais sur les 1% il fait un petit peu moins bien. Donc je pense que la DDR5 et sa plus grande bande passante avantage ici légèrement les plateformes plus modernes. On voit que le petit i3 13100 tient tête au 5600 ici, peut-être aidé aussi par la DDR5, et le Ryzen 3600 lui n'arrive pas à maintenir les 60 fps de moyenne. Donc au final, ce Flat Sim 2024 est hyper gourmand, pas de surprise ici, tout comme le 2020 était lui aussi hyper gourmand à l'époque, et il l'est toujours à l'heure actuelle d'ailleurs. Quand on pousse tous les potards à fond, comme c'est le cas ici, ça reste des simulations très exigeantes au niveau hardware, surtout quand on pousse tous les détails au maximum. En plus de ça, le titre manque aussi probablement pas mal d'optimisation, et le fait de passer par le cloud, alors c'est intéressant et novateur pour ce type de jeu, je comprends pourquoi ils ont fait ce choix, mais ce sera aussi un gros point faible pour beaucoup de joueurs, qui rendra le titre sûrement moins bon et stable que Flight Simulator 2020, pour ceux qui ont une petite connexion internet. Je trouve qu'il devrait y avoir une option pour quasiment tout télécharger si on le souhaite, même si ça prend beaucoup plus de place sur le disque, puisque même en ayant la fibre, certes pas la plus rapide du monde chez moi, ça bug quand même assez souvent, avec des textures qui se chargent pas. Peut-être la faute aussi à des serveurs très chargés pour cette phase de lancement, mais ça gâche quand même le ressenti, et c'est dommage, puisque ça crée, je dirais, des contrastes entre les secteurs qui sont magnifiques quand tout est chargé, et d'autres moments où il manque la moitié des textures. On verra si ça s'améliore au fil du temps. Mais c'est vrai qu'il semble quand même y avoir pas mal de petits soucis à corriger pour l'instant.
Après, je vous avoue que je suis pas du tout la cible de ce type de jeu, donc je sais pas vous dire si les nouveautés sont intéressantes ou pas pour les puristes de Flight Simulator en général. Techniquement parlant, par contre, c'est vrai que c'est vraiment très joli, hein. C'est vraiment assez bluffant, et il y a un step-up vis-à-vis de Flight Simulator 2020 quand tout fonctionne bien. Surtout sur les éléments, quand on voit assez proche du sol, on voit qu'il y a quand même des différences par rapport à l'ancienne version. Ça fait un petit peu moins carton-pâte, hein, sur les bâtiments, même si c'est pas parfait non plus, mais ça reste quand même hyper impressionnant de voir un tel niveau de détail pour un jeu avec, je dirais, un monde aussi vaste. La gestion de l'éclairage me paraît aussi un petit peu plus sympathique, mais un petit peu plus flashy aussi, ou on pourrait aussi dire moins terne par rapport à Flight Simulator 2020, ce qui plaira pas forcément à tout le monde non plus. Après oui, ça vient avec un coût hardware quand même assez élevé, surtout si vous visez les meilleures performances possibles. Point de vue carte graphique, alors clairement on a vu que la 4090 atomisait tous les autres GPU ici, mais elle est plus vraiment dispo, sans même parler de son tarif. Et si vous voulez vous faire une config pour le titre vraiment très musclée, je pense qu'il vaudra mieux attendre les prochaines générations de cartes graphiques en janvier avant de passer à la caisse. Ça permettra au jeu en plus sûrement d'avoir quelques mises à jour d'ici là, ça peut pas faire de mal. Alors après, on peut s'en sortir et jouer avec du matos beaucoup moins onéreux en ajustant les réglages, puisque bon, on l'a vu, hein, le scaling sur le titre au niveau des options graphiques est quand même assez important, et il y a toujours évidemment l'upscaling et le frame generation, ou les deux, et vu la lenteur du titre, c'est vrai que le frame gen aidera probablement pas mal aussi. C'est d'autant plus dommage du coup qu'il n'y ait pas le FSR 3.1 directement, que ce soit pour les cartes d'AMD ou les RTX 3000 voire 2000 qui pourraient en bénéficier aussi. Mais bon, il y a déjà des mods qui sont disponibles, c'est déjà ça. Donc bref, voilà la situation pour le lancement. Alors le jeu sera de toute manière testé au fil du temps, hein, que ce soit pour les cartes graphiques ou les processeurs. Donc on verra aussi l'évolution des choses sur la longueur. C'est pas la dernière fois que je le testerai. Pour moi, je dirais que ça manque quand même encore d'optimisation. Bon, comme la plupart des jeux à la sortie, hein, rien de nouveau là-dessus. Et je me demande si cette hyper dépendance au serveur impacte aussi les performances du titre. Puisque j'avais quand même pas mal de lag à certains moments, qui me rappelait certains MMORPG. Par exemple, l'avion parfois revenait un petit peu en arrière d'une seconde ou deux, avec des performances qui descendaient. Donc je pense que oui, le jeu est gourmand, je dirais, d'un point de vue hardware, mais je pense que l'accès au serveur et tout ça, ça améliore pas les choses non plus. Donc le tout cloud, je suis pas fan. C'est beaucoup de contraintes et de problèmes potentiels, et ça restreint le jeu aussi à ceux qui ont une connexion suffisamment rapide, qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Heureusement, je dirais par contre, le jeu est disponible sur le Game Pass, donc si vous avez des doutes sur son fonctionnement chez vous, ça peut valoir le coup de le tester sur le Game Pass avec une offre d'essai plutôt que de passer à la caisse, puisque c'est vrai que 80 € l'édition de base, le ticket d'entrée est quand même assez élevé. Enfin bref, encore un jeu qui sort probablement un petit peu trop tôt, mais j'espère que le titre répond au moins aux attentes des fans de la série au niveau de son contenu. Et puis en dehors de ça, pas grand chose d'autre à dire pour le moment. Si vous visez une nouvelle config pour le titre, j'ai des exemples de config type sur la page Amazon de la chaîne, mais je vais aussi faire une config, je pense, plus orientée simulation en général, qui sera assez chère du coup. Je verrai pour en ajouter une un petit peu plus budget aussi au besoin. Le lien vers la page sera dans la description de la vidéo, et si vous avez des questions, il y a également une adresse mail dans la description de la vidéo, où vous pouvez me contacter également. Sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, les machins pénibles de YouTube, et aussi, comme toujours, un énorme merci aux contributeurs Ko-fi et aux membres soutien YouTube qui aident à la chaîne à survivre. Je vais enchaîner avec la vidéo sur Stalker 2, donc on se retrouve probablement demain pour cette vidéo-là. Du coup, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!